Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum. Donc, à l'occasion de cette Bismillahirrahmanirrahim. À l'occasion de la 5e édition de la conférence internationale en informatics and applied mathematics, premièrement, je vous remercie tous d'avoir accepté pour avoir participé à cette édition, 5e édition. Je dis toujours que le plus difficile, c'est pas de créer une conférence ou bien c'est-à-dire participer, mais c'est de maintenir la conférence c'est-à-dire chaque année. C'est ça la difficulté, c'est de rester toujours au même niveau. Donc nous avons reçu en totalité, je pense, 50 papiers. Nous avons accepté uniquement 20. Malheureusement, il y a plusieurs participants qui ont, à cause de la maladie, ils n'ont pas pu venir. Je pense que cette conférence a réussi pendant ces 5 dernières années, a réussi à regrouper des chercheurs de toute l'Algérie, même de l'étranger, sur les thématiques informatiques, tous les aspects de l'informatique et les mathématiques appliquées. Je remercie le staff comité d'organisation ainsi que le comité de programme d'avoir accepté d'évaluer les papiers. Et je déclare cette conférence ouverte et soyez les bienvenus. Merci. Salam alaikum. Donc, peut-être que j'entame en français puis en anglais. Avant tout, bismillahirrahmanirrahim, je souhaite bienvenue à tout le monde. Et au nom du comité d'organisation, au nom du comité scientifique, je vous souhaite encore une seconde fois la bienvenue à cette 5e édition de l'IAM qui se déroulera comme d'habitude au niveau de notre université 8045 et qui est réalisée en collaboration avec l'université de la Turquie, d'Istanbul, Yildiz, représenté par le professeur Abdullah Mohamed. Donc, comme ça a été mentionné par le président du comité d'organisation, Dr Farouk, on a reçu pas mal de papiers avec une sélection, bien que on sent que vraiment il y a une certaine dégradation d'une année à une autre. Il ne faut pas qu'on fuit la réalité. Pour maintenir une conférence en vie et durable, c'est l'effort de tout le monde. Ce n'est pas l'effort d'une seule personne ou deux personnes qui peuvent maintenir cet équilibre. Peut-être qu'on envisage le futur aussi de revoir notre politique de gestion. C'est parce que la science sans ressources humaines, elle ne peut pas avancer. Si la ressource humaine est absente, la science aussi, elle s'envole comme un oiseau, comme la fumée.
Donc c'est l'une des prérogatives que la prochaine année, Inch'Allah, une restructuration totale dans la façon de voir une vision jdida sur l'organisation, nouvelles tendances technologiques, bien que on a fait le laboratoire, on est à niveau avec la technologie, mais je les thèmes de recherche, les thématiques d'actualité. Peut-être aussi que l'une des causes, comme l'a mentionné le président, c'est suite à ce gap qui a eu lieu de 5 années à 2 mois, le corona, les maladies, tout ça, et aussi que les gens aussi ont tendance à changer la manière de communiquer. C'est du présentiel vers la communication online directement. NIT aussi, c'est l'une de nos perspectives. Peut-être aussi que nous aussi, nous allons faire que des séminaires uniquement online. Puisque peut-être ça arrange tout le monde. Hein? Sauf que le présentiel, c'est vraiment c'est le seul qui laisse un peu, sauvegarde le lien avec la chaleur humaine. Donc, je n'ai pas autre chose, il y a une grande chose à dire, à part le remerciement à tout le staff qui a organisé ça, à tous les communicants, je les souhaite une bonne présentation, Inch'Allah. Et mon bonjour, spécialement à mes 2 amis, ils sont en train de me regarder, professeur Mazozi Ismaël, instructeur de l'Université Skikda, un talk qui va présenter tout à l'heure, et mon frère aussi de Yildiz, Technique à l'Université d'Istanbul, professeur Korolay Mohamed. Donc, je souhaite à tout le monde une bonne séance de travail, bon courage et une bonne continuation. Wa shukran. Sans tarder, donc j'invite le professeur Ismaël Mazozi pour présenter sa plénière. Donc je pense qu'il est connecté avec nous. Salam. How are you, Mohammed? I'm following you and group of activity. Donc j'invite M. Ismaël Mazozi. Oui, merci. Je suis. Vous m'entendez? Oui. Oui, parce que ma présentation est projetée. Oui, elle est projetée. Oui, merci. Donc, d'abord, bonjour à tout le monde, à tous les présents et aux professeurs de la Turquie. Donc, je me présente, moi, c'est le professeur Ismaël Mazozi de l'Université de Skikda. Je me suis spécialisé en intelligence artificielle et en reconnaissance de forme, avec une nouvelle orientation vers l'apprentissage automatique, ainsi que les systèmes multi-agents. Tout d'abord, je remercie mes collègues à l'Université de Gaïman, notamment mon ami Hamid, pour m'avoir proposé pour cette plénière, qui est intitulée Intelligence artificielle du raisonnement à l'apprentissage automatique. Donc, je vais essayer de présenter
une courte histoire de l'intelligence artificielle, mais surtout les deux courants principaux de cette discipline et comment les tendances ont changé au fil de la courte histoire de cette science qui est. Professeur Mazouzi, Oui, est-ce oui. que vous pouvez Oui, activer madame. le mode présentation dans le PowerPoint, mode présentation. D'accord. Je vais essayer de voir. Juste en bas, mode présentation. Oui. Plein écran, oui. Voilà. Ça ira comme ça. Non, non, non. Je reprends. C'est affiché la présentation? Non, elle n'est pas affichée. D'accord. Non, je vais le voir. Ah, très bien, donc c'est pas affiché. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai choisi la présentation, je partage. Oui. Et vous êtes... J'ai activé le partage, voilà. Donc je pense que le partage est dans un deuxième écran. C'est pas dans l'écran principal. Donc, je préfère, je relance, c'est ça, je relance le tout. Oui. Oui, je vais relancer, je vais relancer. Donc, je reprends. Voilà, je partage. Partager. Non, donc, Donc ça ira, c'est bon, c'est bon. Professeur, c'est bon, c'est partagé, très bien. C'est partagé, c'est ouais. partagé, oui, c'est bon. Ouais, c'est partagé, très bien. Ouais, vous me le dites, s'il y a un problème, vous me le dites. D'accord. Le problème, c'est que moi, je n'arrive pas à voir ma présentation. Ouais, c'est partagé en plein écran ou juste la fenêtre. Non, nous avons juste la fenêtre ici. Mais on peut voir, on peut voir la présentation, elle est visible. D'accord, allez, Donc, même je vais essayer. Essayez de faire Tiens, voilà, moi, je pense. essayez de la présenter telle qu'elle est, Oui, professeur. Comme ça, même comme ça. Même comme ça, il n'y a pas de problème, oui. Maintenant, normalement, elle est présentée en plein écran. Oui. Très bien. C'est un problème, vous me le dites, Brian. Je dois le dire avec ça. Donc voilà, je disais que donc, je vais présenter cette discipline qui est l'intelligence artificielle à travers sa courte histoire et à travers les transitions d'un paradigme à un autre. Je vais vous montrer qu'il s'agit de deux paradigmes principaux, c'est le paradigme raisonnement et le paradigme apprentissage automatique. Donc je vais suivre un court plan qui consiste au début de revoir l'histoire des débuts de l'intelligence artificielle, puis les décennies du raisonnement, l'ère du raisonnement de l'intelligence artificielle, ensuite l'apprentissage automatique, et enfin je présenterai les principaux modèles de l'apprentissage profond qui font
l'essentiel actuellement en termes d'application, en termes de tendance, en termes de modèle de l'intelligence artificielle contemporaine, si je me permets de le dire. Donc tout d'abord, on peut voir à travers ce schéma que l'intelligence artificielle a hérité d'une totalité de plusieurs sciences, en commençant par la philosophie, donc au début de la civilisation humaine, donc par l'Aristote, qui a formalisé la logique, qui a commencé à formaliser la logique, donc on parle de logique formelle d'Aristote. Puis des siècles après, même des millénaires, Leibniz et d'autres tels que Boole ont commencé à formaliser la logique. Donc c'était les débuts vers une automatisation de calcul en général, de l'intelligence artificielle en particulier. Jusqu'au 19e siècle, il y avait des travaux sur l'automatisation de Babbage, c'est quelque chose de très connu. Et son élève Ada, qui était la première informaticienne, parce que c'est la première qui a écrit un programme informatique sur l'automate de Babbage. Avant d'arriver à l'ordinateur et à la structure de von Neumann, ça, c'est le côté calculabilité. Mais l'intelligence artificielle a un autre courant qui provient des neurosciences et de la neurophysiologie qui a commencé à faire ses débuts avec les travaux de McCulloch et de Pitts qui ont proposé le neuron formel. Puis il y avait l'ère de la cybernétique avec les travaux de Wiener, c'est un pionnier, vous le connaissez certainement. Et aussi, l'intelligence artificielle, ce n'est pas que de la calculabilité, mais c'est aussi de la psychologie, parce qu'il y a du cognitivisme en intelligence artificielle. Il y a des leaders tels que Simon et Newell qui ont travaillé cet aspect. Et l'appellation d'intelligence artificielle est relativement récente, elle date de 1956, spécifiquement de McCarthy. C'est lui qui a appelé la discipline naissante à cette époque l'intelligence artificielle. On ne peut pas parler de l'intelligence artificielle ni de l'informatique sans citer le célèbre britannique Alan Turing, qui travaille sur la machine universelle et qui a débouché sur le décryptage au sein de la Deuxième Guerre mondiale. Il a travaillé, il a pu produire des machines, ce n'est pas la machine de von Neumann actuelle, mais c'est la machine universelle de calcul, c'est la machine de Turing. Mais il a aussi introduit le test de Turing. Ça, il intéresse l'intelligence artificielle parce que ce test consiste à savoir si une machine elle est intelligente ou non, en général. Le test consiste à questionner une machine et un homme en même temps, qui se trouvent les deux derrière un écran. Si celui qui questionne n'arrive pas à distinguer les réponses des deux, donc de la machine et de l'homme, on qualifie la machine d'intelligente. C'est le test de Turing, c'est un test qui est utilisé jusqu'à maintenant avec plusieurs machines. Et on arrive maintenant à des machines qui passent ce test de Turing et on n'arrive pas réellement à distinguer entre les réponses d'un homme et les réponses d'une machine. C'est à cette époque aussi que le collectionnisme est apparu avec les travaux de McCulloch et Pitt sur le réseau, sur les neurones formels. Et à cette époque aussi, quelques années après, Donald Webb a pu démontrer que le neuron formel, à son état le plus élémentaire, il a des capacités d'apprentissage. Et c'est de là que vient le courant de l'apprentissage qui prend après les dessus de l'intelligence artificielle. Donc c'était l'enthousiasme au début à la découverte du collectionnisme. On croyait qu'on peut mobiliser un cerveau humain, créer des robots aussi intelligents que l'homme. Mais rapidement, avec le développement de la neurophysiologie et les découvertes dans ce domaine, on a constaté que ce n'est pas tout simplement parce que le cerveau humain, c'est quelque chose de très complexe. Au moyen, il est composé de 85 milliards de neurones en moyenne. Mais le plus important, c'est qu'il y a de 1000 à 10 000
connexion entre ces neurones, entre un neurone et un autre. Donc le nombre devient astronomique réellement, il est d'ordre de 2 à la puissance 15, de 2 à la puissance 16, ça revient du domaine de l'impossible par rapport à nos capacités actuelles. Donc c'était inimaginable même jusqu'à maintenant de concevoir une machine qui imite réellement le cerveau humain dans sa totalité. Donc avec ce choc, cette déception en réalité de voir ce fait, on a passé à notre approche, qui est l'approche par le haut. On va essayer de modéliser la pensée humaine par la manipulation des symboles. Et c'est ça ce qu'on voit dans notre vie cognitive. On pense avec la langue, on pense en manipulant les symboles. Les travaux de Piaget dans le domaine, dans le développement psycho-intellectuel de l'enfant et de l'adulte en général. Donc on a laissé le courant du connexionnel, on a passé au courant du cognitivisme, donc du symbolisme. Et on a commencé à voir les applications de l'intelligence, qui est la traduction automatique, c'est une application purement intellectuelle. Et aussi, à cette étape, on commence à décortiquer, voir quels sont les formalismes qui permettent la prise en charge de l'intelligence artificielle. Et bien sûr, il n'y a que le formel, et le formel, dans ce cas, c'est la logique mathématique à travers ces deux algèbres. Les envois automatisables, qui sont les algèbres d'ordre 0 et d'ordre 1, l'algèbre des propositions et l'algèbre des prédicats, notamment la dernière, parce qu'elle permet l'introduction de variables, et donc c'est possible de l'utiliser en général, c'est possible de faire de l'inférence, surtout faire de la prédiction. Et on a passé donc, plusieurs années sur cette lignée de l'intelligence artificielle symbolique basée sur la logique mathématique. Il y avait des applications dès le début, donc en 1956, Simon et Newell ont pu écrire un premier programme qui relève réellement de l'intelligence artificielle parce qu'il permet la démonstration de théorèmes. Ça s'appelait Logique théoriste, il a été proposé par ces deux chercheurs. Et c'était en même époque, on commence à organiser des conférences spécialisées en intelligence artificielle, dont la conférence constitutive, qui est la conférence de Dartmouth en 1956, où il y avait présent donc, les pionniers de l'intelligence artificielle, McCarthy qui a proposé le nom lui-même, qui a proposé l'expression intelligence artificielle, Rochester peut-être il est peu connu, mais c'est lui qui a écrit et implémenté le premier langage d'assemblage. Il y a le feu, donc Shannon, Minsky, donc c'était les premiers, les pionniers de la discipline. Donc la discipline a né à cette époque. Donc en considérant l'approche par le haut, qui est l'approche, qu'on a appelée l'approche symbolique, il y avait plusieurs tentatives, donc il y avait plusieurs formalismes, mais on va retenir que le plus important qui est le formalisme du raisonnement, avec ces deux modes de raisonnement, qui est le raisonnement par induction avec un chaînage arrière, matérialisé par un chaînage arrière, et le raisonnement par déduction, matérialisé par un chaînage avant. Le chaînage arrière, ça consiste à vérifier qu'une hypothèse, qu'une conclusion est correcte si on démarre à partir de la conclusion elle-même. Donc on part de la conclusion et on va essayer de retrouver les faits qu'on a. Les faits qu'on a à partir de la conclusion. Si on arrive à faire ça, on dit que la conclusion est vraie, elle est valide. Et le chaînage avant, c'est le chaînage qui matérialise le raisonnement par déduction. Là, on démarre à partir des hypothèses ou des faits et on essaie d'arriver à la conclusion. Peut-être pour mieux distinguer les deux modes, c'est qu'on avance à un exemple. Par exemple, si nous avons des caractéristiques d'une personne, telles que le poids, la taille et d'autres caractéristiques physiologiques, mais on se pose la question, s'agit-il, selon ces caractéristiques, d'un homme ou d'une femme? Si on démarre la question par est-ce qu'il s'agit d'une femme, par exemple, ça c'est le schémage arrière, parce qu'on a supposé que c'est une femme, on va essayer de retrouver les caractéristiques qu'on a.
Si on arrive, c'est une femme, sinon c'est un homme. Et inversement, si on pose la question, dire quel est le genre de cette personne, est-ce que c'est une femme ou c'est un homme, la question est un peu comme ça. On commence à partir des caractéristiques, on va voir sur quoi on va déboucher. Si on va déboucher sur un homme, c'est un homme. Si on va déboucher sur une femme. Et ce mode de raisonnement, ce formalisme, il a débouché sur un des succès de l'intelligence artificielle, qui sont les systèmes experts, qui ont régné sur la discipline dans les années 60. Il y avait même des systèmes opérationnels tels que Nissin en diagnostic de maladies infectieuses qui a été utilisé dans les pays pauvres, dans les pays africains, pour pouvoir surmonter au nombre de médecins à l'époque dans ces régions. Et vous voyez à droite la figure classique d'un système expert. Nous avons la base de règles, qui est donc la base des connaissances opératoires. Nous avons la base de données qui représente les faits, les hypothèses et d'autres métadonnées. Nous avons les moteurs d'inférence selon le système, s'il s'agit d'un système en chaînage arrière ou en chaînage avant, et on pose une question à ce système, il arrive à répondre en imitant l'intelligence humaine. Mais vous constatez bien que pour ce système, on n'a pas la notion d'apprentissage automatique, parce que dès le système, dès qu'on le produit, il arrive à faire ses tâches. Maintenant, c'est notre connaissance qu'on a inculquée au système à travers la base de connaissances qu'on lui donne. On peut dire aussi que les deux approches de raisonnement ou de l'apprentissage automatique ou de l'intelligence en général, c'est l'approche cognitive basée sur le symbolisme, sur le raisonnement. On peut la qualifier d'architecture des systèmes, on peut les qualifier de systèmes architecture dirigés par les modèles. Ça, on le sait, qu'est-ce que c'est. Donc, nous avons à la base un modèle qui est capable directement de produire ce qu'on lui demande. Et nous avons une architecture, nous avons l'apprentissage automatique, qui est l'architecture dirigée par les données. C'est ça la différence. C'est que le modèle, à la base, il ne peut rien faire sans données pour l'entraînement, sans données pour l'apprentissage, il ne peut rien faire. Donc, il faut une phase d'apprentissage pour que le système puisse produire ce qu'on lui demande. Et le mot machine learning, le mot apprentissage automatique, il a été proposé la première fois par Arthur Samuel, qui a écrit un premier jeu qui matérialise l'apprentissage automatique. Parce que ce jeu-là, il s'améliore en jouant. Ce n'est pas le cas de tout le jeu. Un jeu peut être très performant, mais il ne s'améliore pas. Et un jeu peut être à la base très élémentaire, et au fur du jeu, au fur de l'exercice, il s'améliore. C'est ça la différence fondamentale entre les deux approches. L'apprentissage automatique, bien sûr, il a ses origines en mathématiques et en statistiques. En mathématiques, c'est la mère de toutes les sciences, y compris les statistiques, mais spécialement les statistiques. Parce qu'on va voir tout à l'heure que plusieurs méthodes, elles ont hérité des statistiques. Si on considère des taxonomies pour l'apprentissage automatique, nous avons d'abord une taxonomie générale qui partitionne toutes les méthodes, toutes les techniques, tous les modèles en 3 catégories, qui sont les modèles supervisés, apprentissage supervisé, les modèles apprentissage non supervisé, et des modèles par renforcement. Ce n'est pas le lieu de détailler ces modèles, mais on peut rapidement dire que le supervisé a besoin de données labellisées, donc étiquetées par les experts. Le non supervisé, on a des données d'apprentissage, mais pas nécessairement labellisées, étiquetées. Nous avons par renforcement, il y a la notion de récompense, d'échec. Si dans un contexte un agent progressant dans un environnement, il arrive quand même à renforcer ses connaissances et à s'améliorer. C'est l'approche de l'apprentissage par renforcement. En termes de technique, nous avons aussi une taxonomie, c'est une taxonomie des techniques. On peut les regrouper en 4 familles. C'est mon regroupement personnel, peut-être il y a d'autres regroupements, certainement il y a d'autres regroupements. Pour moi, les familles sont
Donc les méthodes de régression, ça hérite directement des statistiques à travers la régression linéaire, multiple, logistique et d'autres régressions peu connues encore. Il y a la classification, on cite la classification comme ça veut dire c'est la classification supervisée. Nous avons un nombre très important de modèles de techniques tels que les SVM, machines à vecteur de support, les réseaux de neurones artificiels qu'on va revenir dessus tout à l'heure. Nous avons les KNN, donc c'est une méthode d'apprentissage aussi supervisée, les arbres de décision et d'autres modèles, et on a en réalité plusieurs. Mais en même temps, dans la classification supervisée, nous avons la notion de métaclassifieurs. Ce ne sont pas des classifieurs eux-mêmes, mais en réalité, ils permettent de l'agrégation de classifieurs d'une façon très élégante et très pertinente, telle que le boosting à travers son implémentation la plus utilisée, la DABoost, le bagging, le random forest. Ils permettent, on a démontré à travers des études pratiques et théoriques, que l'utilisation de ces métaclassifieurs avec laquelle on peut qualifier permet d'améliorer considérablement les résultats de classification. La troisième famille, donc c'est à l'opposé de la classification, c'est le clustering ou c'est la classification non supervisée, tout simplement. Ici, on arrive à partitionner les données selon des patterns qui ne sont pas connus au préalable. Donc, on n'a pas de données expertises. Juste, on va classifier en supposant des heuristiques. Canis a ses propres heuristiques qui est donc la distance euclidienne. Nous avons le FCM basé sur la théorie du flux de ZD. Il y a qui sont basés sur l'optimisation telle que le M, Expectation Maximization, pour les gens qui ont travaillé avec. Et finalement, il y a les autoencodeurs actuellement dans les réseaux de neurones profonds qui permettent le clustering. Aussi, il y a une famille qui n'est pas spécialement faite pour la classification ni le clustering, ni la régression, mais elles permettent elles sont très utilisées dans le domaine de l'apprentissage automatique parce qu'elles permettent une fonctionnalité très importante pour toutes les familles, c'est la réduction de dimensionnalité. Il y a plusieurs analyses, mais la plus célèbre, c'est la PCA, ou la CP en français, c'est l'analyse en composants verticales. Il y a d'autres, l'analyse factorielle et l'analyse factorielle multiple qui utilisent dans les sciences sociales, dans les enquêtes. Mais reste une technique très utile. Nous, même pour les autres techniques, pour la représentation des caractéristiques, pour pas mal de tâches qui sont nécessaires, qui sont préalables aux tâches de classification et de clustering. Si nous revenons maintenant au connexionnisme, il y a des méthodes d'apprentissage automatique, mais actuellement, avec les réseaux de neurones profonds, c'est le connexionnisme qui a pris les dessus. Si on constate ce qui se produit comme publication dans le monde, la quasi-totalité sont ancrées maintenant dans le connexionnisme et plus particulièrement dans les réseaux de neurones profonds. Et au moins, on a passé des décennies à travailler avec des réseaux de neurones simples, qui sont les perceptrons multicouches, le réseau de Hopfield et le réseau de Conner. Il y a d'autres réseaux, mais ces trois-là, c'est les plus étudiés, les plus utilisés. Le perceptron multicouche, c'est le réseau constitutif en réalité. C'est à travers ce réseau qu'on a appris bien les caractéristiques des réseaux de neurones, qu'on a implémenté l'algorithme d'apprentissage par rétropropagation du gradient qui est à la base de toutes les méthodes d'apprentissage, y compris dans les réseaux de neurones profonds. Les autres réseaux sont peu utilisés, mais ils ont des applications comme les réseaux de Hopfield avec le cas où s'il y a une certaine configuration de connexion, notamment si nous sommes symétriques. Les réseaux de connexion, c'est surtout utilisé pour des problèmes où on ressent qu'il y a un problème de clustering, pas de classification. Et finalement, depuis 2012, c'est l'avènement des réseaux de neurones profonds, qui n'est pas quelque chose de spectaculaire. On connaît, on imagine toujours qu'on peut avoir des réseaux de neurones profonds. Mais le problème était un problème de calculabilité. On ne peut pas, ni le temps, ni le matériel informatique ne permettait
de concevoir et d'utiliser des réseaux de neurones avec une dizaine de couches cachées, un perceptron multicouche avec une dizaine de couches cachées. C'était des millions de connexions, donc des temps d'exécution inimaginables. Mais à cette époque, quelques années avant, il y avait l'avènement de, par hasard, d'une architecture de processeurs qui sont les GPU, qui n'ont pas été faits exactement spécialement pour les réseaux de neurones, qui ont été faits pour l'accélération graphique, pour la prise en charge de la recherche graphique. Et on a constaté rapidement qu'ils sont bien adaptés pour le traitement parallèle, notamment lorsqu'il est présenté sous forme matricielle, donc il est bien adapté au formalisme des réseaux de neurones. Ça, c'est la première raison, mais la deuxième raison aussi, c'est la disponibilité de données d'apprentissage. Depuis donc l'avènement de l'Internet, le web, une vingtaine d'années après, il y a un cumul de données massives issues de la numérisation dans les différents domaines. Et finalement, par les réseaux sociaux, les vidéos qui se trouvent, les images en nombre de millions, mais on commence à l'acquisition, on commence à étiqueter. Donc nous avons une base de connaissances et une base d'apprentissage qui est très très importante, qui est nécessaire pour les réseaux de neurones profonds. Et sur la base de ça, on a pu passer au réseau de neurones profonds. Donc un réseau de neurones profonds, c'est un perceptron multicouche, il n'a rien de particulier. C'est une succession de plusieurs couches cachées, une couche de sortie, une couche d'entrée, sauf qu'on ne peut rien faire avec un total de connexions et de paramètres au nombre très très élevé. On ne peut pas tout simplement traiter ce nombre. Donc ce réseau, il était théorique, il est resté théorique jusqu'à maintenant, on n'a pas un moyen de le faire fonctionner. Et des travaux qui ont commencé, c'est pas récent, ils ont commencé dans les années 90, ils ont commencé des travaux sur la convolution dans les réseaux de neurones et on a proposé même à une date un peu reculée, en 1996, le premier CNN, qui sont les Convolutional Neural Networks. Donc ces réseaux ont la particularité de ne pas être totalement connectés. Et ça va réduire considérablement le nombre de paramètres à estimer. Donc, en termes d'architecture, nous avons que quelques couches totalement connectées qui sont à droite et qui jouent le rôle d'un perceptron multicouche pour classifier. Les données maintenant à classifier ne sont pas les données en entrée. Ce sont les données issues d'un ensemble de couches intermédiaires qui sont les couches de convolution et les couches de pooling. Chaque type de couche a son propre prérogative. Les couches de convolution, c'est pour le repérage de features, de caractéristiques. Donc, quand on arrive à repérer les caractéristiques des patterns en entrée, mais pas d'une façon, c'est une façon automatique, ça. C'est en fonction des données d'apprentissage. Et nous avons les couches de pooling. Les couches de pooling, ils permettent de réduire la complexité du réseau d'une couche à une autre parce que ils réduisent les données, tout en faisant attention de ne pas perdre l'essentiel, de garder l'essentiel de l'information pour pouvoir différencier les patterns entrés. Je vous rappelle que l'objectif, c'est la classification, ce n'est pas de reproduire la forme. Maintenant, si on arrive à réduire considérablement les données, mais donc garder que celles qui permettent de différencier les patterns, tant mieux, peu importe que si on perd des données qui ne sont pas pertinentes spécialement pour la classification. Donc c'est ça l'idée derrière les CNN. Les CNN sont à la base des architectures qui ont venu après jusqu'à maintenant et ont permis de booster, donc qui ont mis les réseaux de neurones profonds sur les aériens. Il y a un autre type de réseaux de neurones qui sont des réseaux de neurones récurrents. Parce qu'il y a une problématique dans certaines applications. Cette problématique, c'est la récurrence. C'est la récurrence dans les... En fait, la problématique, c'est que nous avons des données qui proviennent en séquence, telles que pour les séries temporelles, mais aussi pour le langage naturel. Une phrase ou un paragraphe, une série de mots, c'est une série temporelle. Il y a une dépendance entre les mots, donc nous sommes dans les séries temporelles. Nous avons considéré ce de neurones récurrents, mais nous avons constaté rapidement qu'une conception naïve et directe de rétroaction dans les neurones pose beaucoup de problèmes.
Donc, dans l'autre, un problème majeur qui est la disparition du gradient, pour les gens qui connaissent la rétropropagation. Le gradient, il s'évanouit, il disparaît rapidement après quelques itérations. Donc, le gradient devient nul, techniquement. Et si le gradient devient nul, les neurones, les voies synaptiques, les paramètres qu'on essaie ici, deviennent inchangés. Et, tout simplement, on dit que l'apprentissage s'est arrêté. Donc, rapidement, on a constaté ça. Et on commence à proposer des architectures pour résoudre ce problème. La première architecture de réseau de neurones récurrents, c'est l'LSTM, qui est le Long Short Term Memory. C'est un réseau de neurones, on arrive avec, en matérialisant une mémoire du réseau et des neurones à travers une cellule mémoire, on arrive à préserver le gradient. Donc, les gens qui connaissent, il y a donc un gain constant. Donc, on fait propager une partie du gradient à gain constant. Il y a un gain constant. Donc, le gradient ne s'évanouit pas, ne se disparaît pas. Et notre architecture qui est utilisée aussi, c'est le GRU. Pour réalité, c'est une adaptation. C'est une simplification du LSTM en fusionnant quelques unités du LSTM. Et enfin, nous avons les transformers, si les nouveaux arrivés sur le marché des modèles de l'apprentissage automatique, ça date de 2017, donc ça a commencé chez Google. Les transformers sont venus pour résoudre un problème aussi connu en apprentissage automatique et en intelligence artificielle. C'est le problème du contexte. On le sait dès le début de l'intelligence artificielle, que si on arrive à situer le contexte, les différents contextes, on va procéder plus fiablement et d'une façon plus forte. Donc les transformers sont basés sur le principe de l'auto-attention et de l'attention en général, et qui permettent de contextualiser les traitements en fonction des données d'apprentissage qu'on a, et après en fonction des données de test ou des données d'inférence. Ils ont été démontrés de grand intérêt dans le traitement du langage naturel, parce que ce problème il dépend du contexte. Et on le sait bien que dans la traduction, par exemple, si le traducteur il sait dans quel contexte il traduit plus efficacement. Ça, on peut l'imaginer si quelqu'un nous balance juste un mot dans une langue donnée. On ne peut pas, si quelqu'un dit l'air, par exemple, l'air, comme ça on peut avoir l'air, c'est la surface, l'air, etc. Mais si on le met dans une phrase, et la phrase elle est dans un contexte, le mot air, on le sait comment on le traduit. On ne le traduit pas d'une façon absolue, on le traduit par rapport à son contexte. Et actuellement, ces dernières années, cette année, même cette année, il y a une continuité sur ce courant. On essaie d'améliorer les transformers. Il y a un modèle tout intéressant qui est le T5, text-to-text T5, je parle sur le slide. C'est un modèle qui est venu par Google et ils promettent de faire ressortir leur nouveau modèle qui vient après le BERT et le GPT et qui vont mettre sur le marché, qui est le modèle MEP. Donc c'est un modèle qui va unifier plusieurs aspects qui n'ont pas été unifiés par le BERT. Le BERT, il traite chaque aspect, donc le multilinguisme, le multisource, multimodalité séparément, mais ce même là qui n'est pas encore sur le marché. Google a dit qu'elle va le mettre prochainement sur le marché. Justement, ils permettent ça. Nous avons également, pour les spécialistes, les transformers, ils sont basés sur trois concepts fondamentaux qui sont la requête de l'utilisateur, les clés, les valeurs. Et puis nous avons une série en réalité de couches de réseaux de neurones profonds qui permettent à la fin de faire produire le résultat, mais tout dépend du contexte dans lequel les données sont situées. Donc ainsi, voilà, je suppose, j'espère que j'ai pu parcourir l'essentiel depuis les débuts de l'intelligence artificielle jusqu'au dernier modèle qui datent d'aujourd'hui. En réalité, le même n'est pas encore sorti.
Heureusement que la connexion a bien fonctionné. Je reste connecté et je vous en prie si vous avez des questions et merci pour votre attention. Donc, merci bien, monsieur le cher professeur. Donc, je passe la parole. Vous avez des questions? Ah, ça marchait la présentation. Donc, si vous avez des questions, sinon profitez de la présence du professeur Mazouzi pour avoir des éclaircissements sur la... Raisonnement. Raisonnement. Salam alaikum. Donc, je tiens à remercier M. Mazouzi pour cette présentation. La présentation du domaine de l'IA qui est un domaine très intéressant. Étant une personne qui travaille sur le domaine, j'aimerais bien avoir l'avis du professeur Mazouzi, surtout en tant que responsable de l'université, du futur de l'IA et l'application réelle en Algérie. Y a-t-il un futur en Algérie pour l'IA, pour des applications réelles? Parce que dehors, on le sait très bien ailleurs, donc c'est très évolué, c'est très utilisé. Mais en Algérie, j'aimerais bien savoir s'il y a des moyens, des entreprises possibles. Est-ce qu'il est possible d'utiliser l'IA? Y a-t-il des bases de données disponibles sur lesquelles on peut travailler? Donc son avis sur le futur donc, de l'IA en Algérie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je réponds d'abord sur... Quand vous voulez. Quand vous voulez. Donc on vous laisse répondre à la question. S'il n'y a pas d'autres questions. Non, il n'y a pas d'autres questions. D'accord, je commence. Excusez-moi. Il y a une deuxième question. C'est Ismaël Mahbabik, dit bonjour. J'ai une petite question concernant l'application de l'apprentissage ou bien le raisonnement, c'est le raisonnement à base de cas, dans le domaine éducatif, dans l'éducation. Et je rejoins l'idée de ma collègue, Mme Bourgiba. Comment vous voyez l'utilisation des techniques d'IA dans le domaine éducatif au niveau algérien, c'est-à-dire l'enseignement soit primaire, soit secondaire, soit universitaire. Et merci. Une troisième question, comme ça, on passera la parole tout seul. Donc c'est bon, c'est à vous la parole, cher professeur. Merci. Donc je commencerai par la question sur la place de l'IA en Algérie. Tout d'abord, je reviens sur
sur les crises de l'IA. L'IA a vécu dans son histoire de crises majeures, qui sont la crise donc, suite aux échecs et à l'arrêt de financement dans les années 60 pour la traduction automatique la traduction automatique, parce que c'était dans un contexte de guerre froide. Donc, malheureusement, beaucoup de projets scientifiques se sont bien développés dans le contexte de guerre, c'est dommage, tel que aussi la traduction automatique et l'intelligence artificielle. Donc c'était la première crise. La deuxième crise, c'était l'échec du collectionnisme au début. Maintenant, ce n'est pas le succès, mais nous ressentons que si on a une crise majeure de l'intelligence artificielle qui va toucher tout le monde, y compris l'Algérie, ça sera d'ordre éthique. Ce sera d'ordre éthique. À quel point on peut se confier à l'intelligence artificielle pour contrôler, pour guider, pour entrer en interaction avec l'être humain dans ses conditions et dans son évolution. Donc il y a un domaine qui est très étudié dans le monde en entier, qui est l'éthique en intelligence artificielle. Nous, on n'est pas à ce stade, parce que nous, on n'a pas bien utilisé l'intelligence artificielle. On a géré pour une simple raison. C'est que nos données ne sont pas numérisées, même si elles sont numérisées, ne sont pas correctement numérisées. Mais si un jour nous aurons nos données numérisées, bien structurées, ou s'il y a un effort qui va se déployer pour cela, les applications sont en nombre illimité. Il reste aussi un problème, c'est de se rapprocher, nous, en tant que spécialistes, l'université en général, c'est de se rapprocher du secteur utilisateur. Parce que ce secteur utilisateur, les gens au niveau du secteur, c'est pas ils ne veulent pas, mais ils ne savent pas l'intérêt, ils ne savent pas qu'est-ce que l'intelligence artificielle pour apporter comme solution à leurs problèmes. Mais on n'est pas à l'abri, certainement, il y aura un succès de l'intelligence artificielle en Algérie. L'Algérie, à travers sa politique d'État, elle est en train de prêter attention à cela, à travers une école spécialisée en intelligence artificielle, à travers la promotion de tout ce qui est innovation et tout ce qui est start-up. Et on le sait que c'est difficile de concurrencer le monde occidental et le monde développé sur les industries lourdes. On a à les concurrencer actuellement moins que par l'économie du savoir. L'économie du savoir qui passe certainement par l'informatique, par le numérique et par l'intelligence artificielle. Donc ça concernant la situation de l'intelligence artificielle en Algérie. Pour la question de notre collègue concernant au raisonnement à base de cas, c'était un mode de raisonnement qui a été utilisé. Moi, je ne connais pas, mais certainement il y en a maintenant dans la nouvelle tendance qui est l'intelligence à base dirigée par les données à travers l'apprentissage automatique. Sincèrement, moi, je vois difficilement comment peut-on marier entre un raisonnement à base de cas et entre ce paradigme, parce que ce paradigme d'apprentissage automatique, il implique la multiplicité de données d'apprentissage dans le raisonnement, dans l'apprentissage profond. Il demande donc un nombre très très élevé de cas. Mais néanmoins, ça ne veut pas dire qu'on doit marier profondément les deux courants. Et on peut utiliser pour certaines opérations dans le raisonnement par on peut utiliser des modèles d'apprentissage automatique, tels que des modèles profonds. Mais carrément un modèle profond comme ça pour un raisonnement à base de cas, sincèrement, je ne vois pas comment, avec toute réserve. S'il y a des travaux qui ont pu dégager des pistes dans ce sens, je ne les connais pas. Les applications en enseignement, si j'ai bien entendu, les applications en enseignement de l'intelligence artificielle, elles sont nombreuses et elles sont excellentes. Donc, il y a un nombre très très élevé de travaux qui traitent de ça. Les critères intelligents, la prédiction de l'échec, la prédiction de l'hypertition, notamment avec peut-être un passage obligé à d'autres modes d'enseignement, tels que l'enseignement à distance. On a vécu la crise de Corona et on est aussi obligé de passer à ce mode.
Et ce monde-là, c'est difficile d'évaluer dans ce monde. Donc, tout modèle intelligent basé sur l'intelligence artificielle qui permet l'assistance au tuteur, ou carrément proposer des tuteurs automatiques intelligents, ça va être un bon modèle pour l'enseignement. Donc, bien sûr, dans tous les niveaux, pour tous les cycles. Voilà, s'il y a d'autres questions, s'il y a des commentaires sur ce que je viens de dire, je vous en prie. Merci, cher professeur. Est-ce que vous avez d'autres questions? Merci. Hachel. Merci, Ustad Mazozi, pour votre intervention. Merci, Agui. شكرا الثقافة العامة هذه l'élargissement de nos connaissances au-delà des frontières, malgré les distances sont longues, l'intelligence nous a raccourci le chemin. Sauf que j'ai tout le temps des doutes sur les appellations, parce que les informaticiens à Dubaï, ils appellent des choses existantes par d'autres mots, ils prétendent tout le temps les inventer. يعني عندنا مشكل كبير في هذه. À part les matheux non, ما كانش حاجة تexiste يبدل لها اسمها ولا d'accord. Un théorème 1 c'est un théorème 1, un théorème 2 c'est 2. On parle souvent d'intelligence artificielle, يعني comment on peut associer l'intelligence artificielle. Donc أنا نفكر فيها دائما. Moi quand je dis intelligence, elle est plus artificielle. Elle est chez l'être humain. Maintenant, tout ce que nous faisons, nous sommes en train de faire, nous avons fait conçu jusqu'à présent, ce n'est pas d'intelligence. C'est le langage commun. Mais c'est réellement l'intelligence. C'est une spécialisation, pas plus. Parce que quand je parle d'intelligence, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite à l'intelligence. On peut imaginer des choses qu'on n'arrive pas à réaliser maintenant. D'accord? Parce que la machine, elle ne peut pas imaginer les choses telles. Elle n'a pas d'imagination. Non, elle est spécialisée. Le langage, on abuse. C'est une spécialisation, pas plus. Quand on prend les animaux, le monde animal, est-ce que vraiment on peut les qualifier d'intelligents ou de spécialistes? Parce que là, quand je vois l'animal, il est spécialiste à un degré qu'on ne peut pas l'atteindre. Je vois chez trop le qui ne peut pas réagir. Par contre, l'être humain, c'est une copie. Il est en train de copier tout ce qui est spécialisé sur la nature pour créer une intelligence. Quand on parle d'intelligence, une intelligence, il y a une mémoire, il y a une imagination. Donc s'il y a la mémoire, il peut répondre à action-réaction. Où il n'y a pas d'imagination, je ne vois pas où est l'intelligence. Raisonnement à base, si, c'est moi qui ai atteint toutes les conditions à deux. C'est une spécialisation. L'être humain, n'a fait nos 4 règles, il peut en déduire une centaine de règles. Ouais. Ils évoluent. La machine ne peut pas évoluer. Combiner qu'une de 3 combinaisons. Enfin, comment? À partir des règles existantes. Et où est-ce qu'ils vont mener les règles? pour minimiser ou pour optimiser. تفضل انا انت شفت استاذ عفيف في كتابي يزيد لي رجل ما يكتبش لي رجل ما خاص ما كاش لي رجل تفضل اسكو فريمون كان يوتيليزي لي رجل تهضر عليه بور ريكونيتر استاذ عفيف dans ce cas le cerveau تاعي c'est يقول لك ultra sophistiqué à un point que aucune machine ne peut le produire impossible. انا je dirais que l'opération تكون une spécialisation فيها نقاش كاش نقاش. Donc même si on revient des ordres de rente, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire les ordres? Les mettre des milliards de données pour qu'ils puissent racheter. Est-ce que c'est l'intelligence humaine? À votre avis, on n'arrivera jamais à voir l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, une spécialisation. Tout court. Elle est spécialisée, elle te répond. Spécialisation comment? Donc j'ai un malade devant moi. Elle est spécialiste. J'ai un malade devant moi. Je peux prendre différentes décisions sur l'intervention terme. Puis des cas qui n'ont jamais existé. D'accord? Peut-être quand je prends le scalpel ou bien tout ça, la main est aussi délicate que le rôle. D'accord?
Le robot qui a des instructions, tu ouvres 5 cm, 2 cm, tu vas 2 cm, et tu as l'avantage de l'indouanier. Mais un autre avantage d'apprécier en cas d'autres problèmes qui vont survenir, qui imaginent des solutions inexistantes. Les couloches. Un point de vue limite. La science n'a pas de limite, j'espère que j'ai tort. D'accord. On fait qu'un stade Mazos. Allô. C'était juste une intervention. Je ne remets pas en cause tout ce que vous avez dit. Tout ce que vous avez dit, je me permets juste de dire, que l'intelligence artificielle, c'est au sens du test de Turing. En réalité, le test de Turing, c'est pas, comme vous avez dit, c'est quelque chose de très spécialisé et par rapport à ce test. Mais un être intelligent à la hauteur de l'homme, il ne faut pas que l'intelligence, il faut la conscience aussi. Et c'est ça ce qui brûle en réalité dans toutes les sciences. La connaissance, où est-ce qu'elle est, comment la modéliser, comment la représenter, comment l'utiliser, ce qui manque actuellement. Il n'y a pas même des débuts de travaux sur ça. Mais sans conscience, pour moi, sans conscience, il n'y a pas d'intelligence proprement dit. Mais on dit artificiel juste pour dire qu'il y a une imitation à des degrés très limités pour des spécialisations, comme vous avez dit, de facultés humaines, peut-être de la traduction. Si la machine arrive à traduire d'une langue à une autre, on la qualifie de réintelligente, mais dans la traduction, elle n'est ni consciente, ni elle ne peut faire ça pour d'autres tâches que relèvent de l'intelligence humaine. Tout à fait d'accord avec vous. Et donc, je vous remercie pour votre intervention. Et je vais en ligne pour d'autres interventions. Les petites communications qu'on aura ensuite. بارك الله فيك معليش هزيد شكرتكم بالحق هاي يا خويا مازال في لا Merci bien. Donc, j'espère qu'on reste toujours au temps. Donc, on passe à la session poster en même temps que le coffee break. Donc, on va passer en haut de la bibliothèque à la rentrée, voir l'exposé des posters et en même temps en parallèle le coffee break. Cher Mazouzi, Mohamed Kouroula. Yeah, I would like to salam to for everybody, if possible. Thank you, David. Do you want to say something, Mr. Mohammed? Yeah, You are with us. You are online. are you hearing me? Yeah. Yeah, salam alaikum everybody. I am sorry, Professor Muzai. Excuse me. Do you finish your presentation? It's okay, Mohammed. It's okay. It's for you. It's for Sorry, you. I'm sorry. It's okay. I would like to salam to from Istanbul. Thank you so much for Professor Hamid Sheridi invite to us. Maybe I am very glad to see or and I would like to salam Professor Sheridi and his group. Actually, this is maybe inshallah next time I would like to invite you to you in Istanbul. I am waiting for all of you inshallah. Thank you very much. Maybe you inshallah we can together organize with Professor Sheridi next program in here. Thank you. Inshallah. If possible, I would like to visit to there, inshallah. Thank you so much for all of things. Thank you. Salam to all of you,
inshallah. Thank you very much. Thank you. You are welcome. Thank you very much. Salam alaikum. Aleyküm selam. Thank you.